Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par reviewer le show Impact Wrestling du 10 novembre, donc un weekly. Donc, comme je fais, j'essaye de reviewer le maximum de weekly Impact Wrestling, puisque c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Impact, c'est ma promotion préférée aux US, et je la mets dans mon top 3 mondial, Impact, clairement. Donc, j'essaye de reviewer un maximum de weekly. Ensuite, je vais parler du jour 8 de la Stardom, Goddesses of Stardom Tag League. Et enfin, je ferai un petit tour. Oui, je suis en retard. Sur New Japan Pro Wrestling Power Struggle qui s'est déroulé le 7 novembre et que j'ai regardé seulement le 10. Oui, je l'ai regardé le 10 parce que j'avais un programme chargé, je vais pas vous le cacher. En termes de catch, j'étais plutôt chargé. Et surtout, j'avais une flemme monumentale de regarder New Japan Pro Wrestling. J'ai fait quand j'avais plus rien, hein, quand j'avais plus rien. Donc, euh, donc voilà, et étonnamment, contrairement à ce qu'on peut penser sur le coup, je vais pas trop mettre de sel. Je vais en mettre, mais moins que d'habitude sur New Japan Pro Wrestling. Mais donc voilà, donc ce sera le sujet final de cette review, puisqu'on va commencer avec le show Impact du 10 novembre 2020. Donc, premier match directement Tenille Dashwood et Madison Rain contre Havok et Navea. Euh, c'est une espèce de petite preview du tournoi Knockouts, de, du tournoi pour les championnats tag team Knockouts que Impact pardon, va, euh, va remettre d'ici le mois de janvier, je pense, d'ici 2021. C'est un match qui est bon, qui est pas des plus fameux. Enfin, RAS, quoi. Moi, j'ai mis 2, c'est pas la chose la plus folle que j'ai vue dans un ring. Navea, je devrais dire, j'aime pas du tout Navea. Que ce soit dans un ring ou même en termes de charisme, franchement, c'est très très peu présent. Son outfit est vraiment moche. Euh, J'arrive pas avec cette catcheuse. Heureusement qu'elle est en équipe avec Avoc que j'aime vraiment bien. Madison Rain, ça fait plaisir de la revoir dans un ring, mais c'est clairement pas fou par rapport à ce qu'on peut penser d'elle et ses précédents règnes de championne de Chaos, notamment au début des années 2010. Donc, euh, donc voilà, c'est un opener un peu en dessous de la qualité que nous propose d'habitude Impact en opener. Mais ensuite, on va, euh, on va passer aux Good Brothers qui se font interviewer en coulisses par rapport à leur match de Turning Point contre le North, donc on le rappelle à Turning Point. Le North qui vont défendre les championnats par équipe contre Machine Gun et Doug Gallows, donc les Good Brothers. Et ils commencent à parler, ils parlent des titres par équipe, ils parlent du match de ce soir entre Machine Gun et Josh Alexander. Et finalement, il y a Ethan Page qui arrive, qui provoque un peu les Good Brothers, et Machine Gun lui fout une grosse baffe. Voilà, c'est cool. Euh, on build tout doucement, c'est bien, ça prépare au match du main event. Et voilà, j'ai rien à dire de particulier, si ce n'est que le segment est bien placé. Voilà, en début de show, on aura le main event en fin de show. Voilà, ensuite, on a un truc intéressant par rapport au meurtre de enfin, à la tentative de meurtre, pardon, de Johnny Bravo. C'est Tommy Dreamer qui parle à Larry D, puis Cody Deaner. Les deux hommes nient, sauf que Tommy Dreamer nous montre que qu'en backstage, il y a quelques semaines, Cody Deaner avait dit, il était en colère hein, contre Johnny Bravo, il a dit qu'il allait tuer Johnny Bravo, littéralement. Donc voilà, même si on sous-entend que c'était une expression, c'est bien, je trouve, pour la petite storyline, voilà, avec Johnny Bravo, que j'aime particulièrement bien, cette storyline. Donc voilà, c'est un segment que j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, Rohit Raju contre TJP, match pour lequel j'avais de grosses attentes. Je sais pas. J'ai mis 2,75, parce qu'en soi, il y a de la bonne action. Je suis pas spécialement déçu par la fin, car ça protège TJP. Ça m'étonnerait que TJP demande un rematch, c'est pas spécialement ce que je veux. On sait que TJP work du côté de New Japan Strong, donc pour moi de toute façon il aura pas le titre à Impact. Euh, donc le match c'est pour le titre X Division, hein. Voilà, Rui Trajo qui conserve, low blow, running knee strike, et ça le consolide en champion heel. Voilà, il est un peu au-dessus du lot dans la X Division selon moi. C'est un match, oui, c'est de la bonne action. TJP il est super cool. TJP dans un ring, techniquement, il est toujours super cool. Mais, euh, voilà. Il manque un truc pour avoir accroché vraiment tout le match. J'ai mis 2,75.
Donc voilà. Ensuite, on a la Treehouse avec les Rascals et donc ce segment de la Treehouse qui est fait pour nous annoncer une nouvelle assez bizarre, assez inhabituelle. C'est parce que Trey Miguel il annonce que les Rascals vont quitter Impact. Voilà. Je suis très surpris par cette nouvelle. Peut-être que c'est du Inkefave, que ce soit du Inkefave ou du Orkefave, voilà. Euh, c'est surprenant. Dans les deux cas, c'est surprenant. Ensuite, on a AC Romero contre Chris Sabin dans un Chris Sabin, voilà. J'avais fait une erreur dans mes notes, j'avais noté handicap match, donc ça va être un contre un handicap, ça va être assez compliqué. Euh, c'est une victoire de Chris Sabin, voilà. J'ai mis 3. C'est un match très très cool, et si Romero il est très bon, je trouve. Chris Sabin aussi, Chris Sabin, ça y a pas de souci, membre des Motor City Machine Guns, voilà. Chris Sabin, il a du work rate, hein. Et voilà, victoire de Chris Sabin, j'ai mis 3. Très bonne action. Et après le match, Larry et Eti Romero attaquent Chris Sabin sur le ring et ils le mettent complètement KO. Voilà. Ensuite, on a Chris Bay et Sami Callihan qui sont en coulisses. Donc Sami Callihan, il arrive le voir, il lui dit qu'il a beaucoup de potentiel, il lui parle de son match contre Eddie Edwards dans un contre un, et il essaye un peu Callihan de le rallier à sa cause. Callihan, il essaye un peu de rallier Chris Bay avec lui, et à un moment, t'as la publicité qui commence, au moment où t'as Kallian qui commence à parler, à chuchoter quelques petites choses à Chris B. J'ai trouvé ça très subtil, très cool pour ce qui va arriver ensuite. Et Sami Callihan est très bon hein, dans tout ce qui est promo, hein, work sur les segments, franchement, il est très très bon. Et Chris B qui est un peu une rising star à Impact, hein, une étoile montante. Et ça me fait plaisir de voir voilà, qu'il a un programme avec Callihan, même si Callihan, même si Kylian, il est avec Shamrock. Donc techniquement, on peut pas dire que ce soit la meilleure des choses. Mais Kylian, quand on réfléchit bien, c'est haut dans la carte. Donc c'est bien que Chris Bay aille un peu avec lui pour, euh, pour progresser un peu dans la carte. En plus, il a perdu son titre X-Division contre Roy Raju il y a quelques mois. Depuis, il est un peu vers le titre X-Division. Il est un peu en stagnation, on va dire, Chris Bay. Et voilà, je trouve ça très intéressant de voir Bay et Kylian comme ça. Ensuite, on a Favor James Mitchell qui est interrogé par Tommy Dreamer, toujours dans cette histoire de qui a tué, qui a tiré sur Johnny Bravo. Et Favor James Mitchell, la chose intéressante, c'est qu'il dit à Tommy Dreamer qu'il pense savoir qui a essayé de tuer Johnny Bravo. Donc voilà, le segment se finit comme ça. Et on met un gros grain dans la storyline. Euh, la storyline ne se finit pas ce soir, hein, mais on met un vrai gros truc là de la part de Favor James Mitchell. J'ai trouvé ça très cool, très bien amené. Voilà, on prend notre temps, mais on avance. C'est toujours comme ça, les storylines un peu plus dans le bas, un peu plus dans la mid-card, à Impact, c'est on prend notre temps, mais on avance, et c'est toujours comme ça chaque semaine, et j'adore vraiment l'évolution des storylines. Ensuite, on va passer à Chris Bay contre Eddie Edwards. Là aussi, j'ai mis 3 parce que ça a été trop court. Ça a duré 6 minutes, c'est une victoire d'Eddie Edwards sur un tombé un peu spécial, un small package. Je suis déçu de la fin, mais en soi, les deux mecs sont excellents. Eddie Edwards, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur worker in ring à Impact. Chris Bay, il est super cool. Ça ne pouvait être que de la bonne action, ça l'a été, j'ai mis 3. Voilà, victoire d'Eddie Edwards. Et après le match, on a Chris Bay qui veut attaquer Eddie Edwards, mais quand les lumières s'éteignent et quand elles se rallument, c'est Sami Callihan finalement qui arrive sur le ring et qui vient attaquer lui-même Eddie Edwards. On a une bagarre avec Rich Swann qui défend Edwards, Ken Shamrock et Chris Bay qui se joignent à Callihan pour, euh, pour attaquer Edwards et Rich Swann. Et finalement, c'est les Rascals hein, qui vont sauver Rich Swann, les Rascals qui avaient dit précédemment qu'ils allaient quitter Impact. C'est ce qui me fait un peu penser que c'est quelque chose de plus in kayfabe. Voilà, à ce moment-là du show, ça me fait penser que c'est plus quelque chose d'in kayfabe. Parce que je me dis, bon, les Rascals, c'est terminé, c'était leur dernier segment, voilà. Euh, En tout cas, c'est un très bon match, un bon après-match qui continue qui permet de faire évoluer un peu la storyline avec Swan, Edwards, tout ça, Kallian qui est impliqué. Il n'y a plus Eric Young. Eric Young, je sais pas où il va se diriger, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Ça avance et je suis content. Ensuite, on a Tenille Dashwood. Après sa défaite en équipe avec Madison Rain, elle va voir Jordan Grace en coulisses et elle lui dit qu'elle veut faire équipe avec elle finalement et qu'elle veut pas être avec Madison Rain. Euh, voilà, elle veut pouvoir faire confiance à Grace, mais Grace le veut aussi. Mais
Pas pour le tournoi par équipe, parce qu'elle veut d'abord un match par équipe avec Tenille Dashwood pour Turning Point, le prochain pay-per-view Impact, qui se déroulera donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et, euh, et voilà. Et c'est cool. Bon, Madison Rain, elle aura fait qu'une apparition, hein. Je pense que Grace et Dashwood vont être en équipe pour le tournoi, pour les titres Knockout Tag. Voilà. C'est cool, c'est un segment cool. Teddy Dashwood, c'est une très bonne heel, mais voilà, qui va un peu babyface. J'aime bien son comportement à Teddy Dashwood, voilà. Ensuite, on a en coulisses, on a les Rascals qui parlent avec Rich Swann en coulisses, donc. Et Swann, finalement, il leur propose quelque chose de spécial pour la semaine prochaine. Ce qui me fait définitivement penser que ça va être la dernière apparition des Rascals à Impact. C'est Rich Swann qui veut faire équipe avec Trey Miguel contre Dez et Wells, donc les deux autres membres des Rascals. Et tout le monde accepte, voilà, les quatre ils se cassent. Et ce sera, je pense, très probablement la dernière apparition des Rascals à Impact. Rich Swann et Trey Miguel contre Dez et Wentz, en termes d'in-ring, ça peut être vraiment, vraiment génial. Donc j'ai hâte d'être à ce match. Ensuite, on passe à Diona Purrazzo, qui est avec Kimberly, et qui est interviewée en coulisses par rapport à son match No DQ contre So Young pour le titre Knockouts à Turning Point. Et Purrazzo, elle dit qu'elle confirme, hein, que pour elle, les matchs No DQ, c'est un territoire qui est vraiment inconnu, mais elle est déjà devenue championne Knockout, et elle a toujours un plan, donc samedi, elle va la devenir 2 fois championne Knockout. Mais d'un seul coup, on a Kimberly qui disparaît, donc Purrazzo, elle la cherche en coulisses, et elle la retrouve complètement KO derrière une vitre, et on voit que c'est à cause de Soo-Young, puisqu'il y a un message qui est écrit sur la vitre, c'est que Soo-Young pense que maintenant Purrazzo est toute seule. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super comme segment, j'ai trouvé ça génial. Euh, J'adore tout ce qui est un peu l'univers de Soo-Young, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le heel work de Purrazzo qui est vraiment ultra charismatique. Donc la rivalité entre les deux femmes ne peut que me plaire et je suis content de ce qui se passe. Ensuite, on a Tommy Dreamer qui va interroger cette fois-ci Havok. Et Tommy Dreamer, il lui dit que elle voulait pas faire revenir Favors Mitchell à la vie. Havok confirme. Havok confirme tout ce que Dreamer va dire. Dreamer lui dit que c'est Rosemary qui a obligé Havok à le faire et que ça l'a rendu folle. Et ensuite, Dreamer, il lui demande si c'était assez folle pour tuer le mari de Rosemary. Et Havok, elle essaye un peu de contourner. Elle dit ouais, poser ses questions à Rosemary. Voilà, elle essaie un peu de contourner la chose. Et Dreamer dit que de toute façon, il y a Rosemary qui a un match à Turning Point. Donc non pas Havok, Rosemary et Taya Valkyrie contre Tenille Dashwood et Jordan Grace, je le rappelle. Et donc il va faire une pause dans les investigations. Et le segment se termine avec Dreamer qui demande à Havok si elle a vraiment essayé de tuer Johnny Bravo. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse et on aura peut-être des informations à Turning Point, on aura peut-être des informations au prochain Weekly, ça c'est sûr en tout cas. Voilà, très bon segment. On nous fait croire que c'est Havok. Hum, pour moi, ça semble trop évident pour que ce soit Havok qui soit à l'origine de tout ça avec Johnny Bravo. Moi, j'étais plus parti sur la piste de Hernandez à la base. Donc, on verra tout ça, même si ça semble logique aussi, peut-être que ce soit une femme qui l'ait faite pour aller feuder derrière avec Rosemary. Ensuite, on a Rhino Scam qui va affronter Falaba et Crazy Steve. Euh, un match très court, ça dure moins de 5 minutes. Victoire de Rhino Scam qui fait le tomber sur Falaba. Anan Farnstow qui fait le tomber sur Falaba. J'ai mis 2,25, voilà, il n'y a vraiment rien à signaler. C'est un match assez random dans le show. Ensuite, on a Chris Sabine en coulisses. Et Chris Sabine, on voit qu'il parle à quelqu'un. Il dit j'ai besoin de quelqu'un pour sauver mes arrières. Euh, il ne sait pas si la personne à qui il parle a vu plutôt que la team Triple Excel, donc Claridier et si Romero l'a attaqué. Mais en tout cas, il peut pas s'en occuper tout seul. Et donc, il a besoin de quelqu'un de confiance qui s'y connaît en catch par équipe. Et on voit que la personne se révèle être James Storm, hein. James Storm qui était revenu à Impact lors de Bound for Glory dans le Collision Gauntlet match, et qui a d'ailleurs perdu également les titres par équipe NWA avec Eli Drake à UWN Prime Pie Live contre Aaron Stevens et Junior Kratos, donc ça montre que James Storm va vraisemblablement signer Impact si c'est pas déjà fait. Et James Storm accepte, et voilà, et les deux hommes sont contents, ils boivent de l'alcool ensemble. Et on va avoir une équipe Chris Sabine et James Storm, hein, donc probablement contre la team Triple XL, et ça va être super cool. Ensuite, on a Willie Mack qui se fait soigner en coulisses,
Et donc, le docteur l'autorise à catcher, mais directement Moose arrive, il attaque, et Willie Mack finalement reprend le dessus et lui donne rendez-vous pour leur match de Turning Point. Donc Willie Mack se casse et Moose n'aura pas réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire blesser Mack avant leur match de Turning Point. Voilà, on donne un peu de. On a envie de se mettre un peu derrière Willie Mack, mais bon, de toute façon, Moose va gagner un Turning Point, ça, je pense que c'est un secret pour personne. Et il se dirigeait vers le championnat du monde de Rich One, je pense. Enfin, c'est ce qui semble se destiner, en tout cas, ce que veut nous faire comprendre Impact. Voilà, c'est un segment qui est pas trop gros, je trouve. C'est bien parce qu'on leur avait donné un gros segment la semaine dernière. Voilà. Puis on rabaisse un peu l'importance de la storyline et on finira tout ça. Enfin, on finira. On finira le programme Moose Mac à Turning Point avant de se diriger plutôt vers un Moose contre Rich One. Ensuite, on passe au main event. Josh Alexander contre Machine Gun. Très bon match de catch. J'ai mis 3,5. Alors, franchement, le catch développé est super. Josh Alexander, Machine Gun, techniquement, c'est super cool. Rien à dire. Mais Machine Gun remporte le match par DQ, avec intervention d'Ethan Page, donc il y a Machine Gun qui provoque Ethan Page un peu à l'extérieur du ring, Ethan Page rentre dans le ring et l'attaque. Le finish, je suis pas fan du finish par DQ, mais en soi le catch est très bon et ça j'ai aucun souci à le dire que techniquement les deux mecs sont énormes. Ça y a pas de souci, Josh Alexander on voit tourner régulièrement dans l'Indie US. C'était plus en 2019 notamment chez AAW, où le mec était champion du monde, et il faisait que des matchs super cool, que des défenses super cool. Je pense notamment au moment où il est contre Sami Callihan. Je crois que c'est un show de septembre 2019. Je crois que c'est Defining Moment. Ouais, je crois que c'est Defining Moment où il est contre Sami Callihan. Et match vraiment génial. Donc ouais, Alexander, ça, même si c'est deux catcheurs par équipe, ces deux catcheurs, il faut pas oublier qu'ils sont excellents en solo. Et donc le show se finit avec une bagarre entre les deux équipes qui sont séparées par la sécurité. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré le show. Je trouve que c'est un très très bon go-home show pour Turning Point, qui est en plus pas un gros pay-per-view pour Impact. Voilà, je suis globalement satisfait, comme, euh, comme dans tous les shows, comme dans tous les Weekly Impact que je vois, je suis vraiment très satisfait de la qualité proposée et de l'avancement des storylines. Ensuite, nous allons passer à la Goddesses of Stardom Tag League 2020, donc le jour 8. Euh, voilà, show, avant-dernier show de la Tag League. Je vais commencer avec l'opener Anan contre Rina. Ça a duré 4 minutes. T'es pas fou, ça allait, j'ai mis 2,25. Rina dans Oedo Tai, on sait pas ce qu'elle fout, elle vient de perdre contre Anan. Je sais pas, en plus la meuf est pas du tout heal, ça je suis très perplexe sur ce qui se passe en ce moment avec Rina Oedo Tai. Elle fait les openers, elle perd en 4 minutes contre Anan, qui n'est clairement pas mise en avant, que ce soit même au sein de son clan ou au sein de Stardom tout court. Euh, voilà, c'est un match pour ouvrir le show, un match banal. Ensuite, on va passer à un freeway entre Starlight Kid, Ruaka et Saya Ida. J'ai mis 2,5. Saya Ida, c'est chaud. Ruaka est meilleur qu'elle, quoi. Ruaka est meilleur qu'elle. Et Starlight Kid va gagner. Heureusement que Starlight Kid gagne parce que c'est largement la meilleure dans le match. Dans un ring, Starlight Kid, c'est très propre, ça y a pas de souci. Elle manque vraiment énormément de charisme, Starlight Kid. Vraiment, elle a aucun charisme. Mais dans un ring, c'est solide et je suis content qu'on lui donne la victoire. Ça, mais alors, Saya Ida, quand on y pense, elle se fait pin. Elle se fait pin par Starlight Kid. C'est même pas Ruaka qui se fait pin, hein, c'est Saya Ida. Sauf que Saya Ida, il faut rappeler qu'au Sendai Cinderella, qui se déroulera le 15 novembre, Saya Ida, elle a un match pour le championnat futur contre Maika. Et donc la meuf perd en 6 minutes contre Starlight Kid. Hein, je sais pas, je comprends pas l'intérêt de builder une challengeuse si c'est pour faire ça, quoi. Autant rien builder du tout, parce que de toute façon, le titre futur, c'est mort, hein. Le titre futur, les meufs sont 3, quoi. Euh, donc, enfin voilà, Saya Ida, on s'en fout. Apparemment, le titre futur, on s'en fout. Donc, voilà, ça j'ai pas trop compris dans quel but Saya Ida se faisait pile. Ensuite, on va passer à Mayui Watani, Mina Shirakawa et Tam Nakano contre Azumi, Ina et Momo Watanabe. Ça a duré 11 minutes. J'ai bien aimé l'action, j'ai mis 3,25. Il y a un ou deux bots, je crois, de la part de Mayui Watani en début de match. Euh, Ina, c'est ultra green. Ina, c'est le placement, il est pas présent, le placement pour Ina. Mais sinon, le match est bien cool, hein, franchement. Mayui Watani, malgré ces deux petits bots de début de match, et tu sens qu'une ring, elle est au-dessus du lot, hein, ça y a pas de souci. Je mets Momo, hein. Momo, je le mets deuxième meilleur in-ring de Stardom, hein. Clairement, Momo Watanabe,
Elle est super cool. Mais tu sens quand même que c'est en dessous de Mayu, Mayu, de toute façon, il y a tellement de gens en dessous d'elle, quoi. Moi, je la mets dans mon top 3 mondial, Mayu, personnellement. Et, euh, et c'est elle qui porte globalement le match. J'ai bien aimé la perf de Tam Nakano aussi, et celle donc de Momo Watanabe. Même si Tam Nakano avec Mina Shirakawa, ça reste globalement gênant au bout de pré-match. Même Mayui Watani s'est joint à la petite fête cette fois-ci. Mayui Watani, d'habitude, je trouve qu'elle a quand même un peu de charisme. Là, j'en ai pas trouvé dans la promo d'avant-match, mais le match est très cool. Voilà, je ne crache sur rien, le match est très très cool. C'est du bon 3,25, je m'attendais peut-être à un peu mieux, mais voilà. Ensuite, on a Sayaka Mitani et Utami Hayashishita contre Gokigen Def et Ryo. Ça a duré 9 minutes. Alors, d'habitude, je supporte pas Gokigen Def, là, je l'ai toujours pas supporté, hein. Mais un peu moins. J'ai mis 2,75, d'habitude, je mets bien en dessous pour les matchs de Gokigen Def, mais il faut dire que Utami Yashishita, c'est une de mes préférées chez Stardom. Franchement, dans un ring, elle se débrouille pas mal. Saya, malgré le fait que ce soit une rookie, elle se débrouille vraiment bien, je trouve. J'accroche de plus en plus. Et les deux là, elles ont porté le match pour moi. Euh, Utami, même dans l'avant-match, où la promo est assez osef dans ce qu'elle dit, je trouve que en termes de charisme, Utami, c'est insane, hein. Clairement, ça c'est vraiment pas. J'ai pas archiné là-dessus. Pour moi, c'est une des trois les plus charismatiques de chez Stardom. Enfin, je la mets derrière Julia et Jungle Kiona, personnellement. Donc voilà. Mais le match, en soi, in ring, c'est pas fou. C'est bon, hein. Voilà, j'ai mis 2,75, mais c'est pas énorme non plus. Ensuite, on va passer à Himeka et Syuri qui ont battu Natsuko Tora et Saki Kashima. J'ai mis 3,25 également. Le match est bon, ça va. J'ai observé quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a eu pas, je sais pas s'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu quand même. Ouais, il y en a eu quand même. De tentatives de tricherie de Natsuko Tora. Ça, il y en a. Ça, j'étais content qu'il n'y en ait pas trop. D'habitude, c'est tout le temps ça. Natsuko Tora, c'est la fête de la tricherie. Elle fait que ça. Et j'étais particulièrement content qu'il n'y en ait pas trop. Meka aussi finit le match sur le torture rack. J'adore le torture rack d'Emeka. Euh, voilà, j'étais content, voilà, j'ai mis 3,25, ça a duré 10-11 minutes, c'est de l'action assez cool. Voilà, c'est encore une fois RAS. Et Imeka et Suri, hein, qui prennent des points pour cette tag league, qui sont à 6 points, donc il faut absolument que Big Priestley et Konami gagnent le prochain match pour repasser première. Donc ensuite, justement, le main event, Bea Priestley et Konami ont battu, voilà, elles ont gagné, elles sont passées premières de la Tag League. Elles ont battu Julia et Maika. Belle preview du Konami Julia pour le titre Wonder du Sendai Cinderella. Le face-off entre les deux femmes, qu'est-ce que c'était bien. Oh, les face-off Konami Julia, c'était vraiment super bien. Il n'y a, y a rien qui bouge, que ce soit du côté de Konami ou du côté de Julia. Euh, Moi j'ai mis un gros 3 quarts. J'ai failli mettre 4. Mais c'est probablement le meilleur match qu'on ait eu dans cette Tag League depuis le début de la Tag League, et pourtant ça dure que 12 minutes 45. Voilà. Donc la performance in ring est très très bonne de la part même des 4 catcheuses. Maïka, je la trouve un peu en dessous des 3 autres, même si elle est très cool, voilà. Euh, donc voilà. Show qui se finit de la meilleure des manières, très bon match. Que je recommande, vraiment match que je recommande. Difficile économique contre Julia et Maïka. Sinon, le reste du show, franchement, c'est pas spécialement à voir, voilà. Et il y a le Six Woman, Mayu, Mina et Tam contre AZM, Mina et Momo, mais sinon, enfin voilà, c'est vraiment si vous avez le temps, parce que le vrai match à voir, c'est Bee et Konami contre Julia et Maika, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis à 3,75, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, on va finir par le show New Japan Pro Wrestling Power Struggle. Alors, pour tout vous expliquer, New Japan Pro Wrestling, c'est une fête qui me fait vraiment gueuler ces derniers mois. New Japan Pro Wrestling, c'est une fédé que j'aime pas du tout, je vais pas le cacher. Mais Power Struggle, c'était vraiment le show que j'avais pas envie de voir. Mais alors pas du tout. Oh le truc. Non, j'avais pas du tout envie de voir ça. C'était le 7, je l'ai pas live. J'ai regardé un peu NXT le 7, le samedi je finissais NXT, j'ai regardé Pro Wrestling Noah Premium Prélude 4, d'ailleurs dont le main event. Je conseille tout de suite le main event de Pro Wrestling Noah,
Keno et Katsuhiko Nakajima contre Kaito Kiyomiya, Ibushi Ozaki. Déjà, l'affiche là fait rêver, je pense. C'est un 2 contre 2 super pour, euh, pour previewer le show du 22 novembre, dont je ferai une preview un peu plus tard sur la chaîne. Voilà, j'ai mis 4,25. Match à voir du côté de chez Noah. Hop, je ferme la parenthèse, je reviens sur New Japan. Je vais pas trop m'écarter parce que sinon, plus je parle de Noah, moi j'ai envie de parler de New Japan. Euh, donc voilà, show que j'avais pas du tout envie de voir, carte qui m'a hypé pas du tout. Euh, à la limite, il y avait Ibushi White qui m'a hypé, Shingo contre Minoru, mais le reste, non. Non, c'était soit pas de suspense, soit j'avais la flemme de voir ce match. Genre Okada Great Okan ou Naito Evil, j'avais la flemme de voir ça. Et finalement, j'ai fini par le voir donc le mardi soir, le show. Et je ferai un avis un peu plus en détail sur chaque match plus tard. Et je même résumerai ce que j'ai pensé du show. Mais c'est un show que j'ai trouvé excellent de la part de New Japan. En termes de qualité in-ring, voilà, il y a un match où je vais fortement gueuler en termes d'in-ring. Mais en termes de booking, je vais gueuler sur deux trois trucs, mais c'est vraiment mineur par rapport à ce que je dis d'habitude sur New Japan Pro Wrestling. Et j'étais très content à la sortie du show. Euh, donc on va commencer tout de suite avec Toru Yano qui a battu Zack Sabre Jr. par des comptes extérieurs pour conserver son King of Pro Wrestling. C'était prévisible la victoire de Yano. Le finish est habituel chez Yano. Voilà, ça j'ai rien à dire, j'ai mis 2,75 parce qu'en soi le catch est bon, le catch produit est très bon, Yano m'a pas fait rire. D'habitude Yano me fait vraiment rire, là j'étais un peu dans un état. J'étais un peu. Dans l'opener, je me disais, ouais, je m'en fous du show, quoi. J'étais dans l'opener, c'est un peu le match qui a le plus subi la note, je pense. Yano contre Zack Sabre, voilà, 2,75, c'est un no corner pass match, voilà. Il n'y a pas de protection de coin. Comme Yano a l'habitude de faire ses gags avec ses. Toujours les mêmes gags avec ses protections de coin, il les prend, il se bat avec. C'est quelque chose qui me fait rire d'habitude, et là, il a pas pu le faire, malheureusement. Ensuite, on va passer à Shingo Takagi contre Minoru Suzuki pour le titre Never Openweight, 19 minutes de catch. Euh, c'est bizarre, c'est un match, j'ai mis 4, hein, je vous le dis tout de suite, l'in-ring est super. Euh, c'est un match qui a été décrit comme le meilleur match de Power Struggle, enfin de ce à quoi je m'attendais de la part de réaction de certaines personnes. Et bizarrement, ça l'est pas. Ah non, j'ai mis 4. Euh, j'ai mis 4 parce que c'est un très bon match, mais pour moi, c'est pas, en termes de slugfest, on n'est pas au niveau de ce que les deux mecs ont produit dans le G1 Climax, où là j'avais mis 4,5, j'étais dedans pendant les. C'était plus court, hein. C'était 12 minutes au Climax et j'étais vraiment dedans pendant les 12 minutes. Je bougeais en même temps que le coup d'avant-bras, c'était génial au Climax. Là c'était très cool, il y a eu des bons moments, il y a eu des bons moments de slugfest, des bons enchaînements. J'ai mis 4, mais je peux pas aller plus loin. Je peux clairement pas aller plus loin pour ce match. Shingo récupère le titre Never Open Weight, pour moi erreur de booking. Parce que Suzuki, déjà tu le vois pas pendant la World Tag League et le Best of Super Junior. Donc, enfin, le mec, enfin, je sais pas, en plus il perd son titre. C'est un peu dur hein, pour Suzuki. Là, si je comprends bien, les mecs nous assurent que Suzuki aura aucun programme pour Wrestle Kingdom où se retrouvera dans des tags random en début de show, ce qui me déçoit énormément vu le calibre du gars. Parce que dans tous les cas, Shingo, il aurait pu gagner la Tag League avec Sanada et avoir un programme à Wrestle Kingdom. Donc, enfin, faire ça à Suzuki, c'est vraiment le tuer complètement pour Wrestle Kingdom, et ça m'a pas plu. D'autant plus que ça montre que les mecs considèrent Shingo comme un mid-carder, toujours un mid-carder. Donc, ça me saoule. Vivement que Shingo soit dans le main event, enfin, c'est sûr qu'il y a de la place dans le main event, enfin, sauf pour New Japan, vu qu'il y a la place dans le main event, on a Sanada, Will Ospreay, Jay White, Okada, Evil. Voilà, c'est un peu les mecs qui sont devant Shingo selon New Japan, et ce qui m'attriste vraiment beaucoup. Shingo, le mec dans un ring, c'est excellent, hein. Enfin, moi, je le préfère personnellement dans tes années Dragon Gate, mais le mec est toujours aussi excellent, hein, Shingo Takagi, ça y a pas de souci. Donc, et là encore, il fait un super match, comme Suzuki, hein, Suzuki il est super. Ensuite, Kazuchika Okada contre le Great Okan, 13 minutes, on arrive sur la grosse purge du show, le match qu'il ne faut absolument pas voir. Oh là là, j'ai mis 1,25. C'est donc le match sur lequel je vais gueuler en termes de qualité in ring. Parce que, autant Okada. Ah, Okada c'était pas fou, c'était lent. Même Okada.
Non, Okada était pas bon dans ce match, je suis désolé, Okada était pas bon. Comme il l'a pas été pendant tout le début du G1 Climax, hein. Okada, pendant tout le début du G1 Climax, il est pas bon. Et là, à ce point-là. Et puis le Great Okan, il est nul. Le Great Okan, c'est chaud. Le Great Okan, le mec fait 3 Mongolian chops, c'est dégueulasse, ses moves, c'est mais vraiment des attentats pour le catch, quoi. Oh, le Great Okan, comment il catch mal. Et se dire que le mec est dans un contrat dans la carte principale d'un gros Show New Japan, quoi. Et, ah, non, le Great Okan, c'est quelqu'un que je ne veux plus jamais voir sur un ring de catch. Ça, enfin, je le disais même pendant les matchs tag, le Great Okan, vraiment pas fou, ça, pas de problème avec ça. Mais là, le mec a été particulièrement nul. Je savais pas qu'il pouvait faire pire qu'un Ryusuke Taguchi, ou même qu'un Sanada. Mais alors là, il a fait pire. Là, on se retrouve dans un point où il est à côté de Tenzan dans le pire catcheur de New Japan, Great Okan. Voilà, 1,25, 13 minutes. Vraiment, j'ai eu du courage de finir le match, hein. Je l'ai mis en pause au bout de 3 minutes déjà, je pouvais plus. Après, j'ai recommencé, mais le match est mauvais. Le match est mauvais. Ensuite, on va passer à Kenta contre Hiroshi Tanahashi. 20 minutes de très très bon 4. J'ai mis 4 1 quart. Le résultat est prévisible. Donc voilà, Kenta by Hiroshi Tanahashi conserve la mallette. C'est le match le plus prévisible de la carte. Où Kenta, vu que Kenta défend dans 2 semaines la mallette pour Challenger au titre US, il la défend dans 2 semaines contre David Finlay, donc on se doutait qu'il allait la conserver là contre Tanahashi. Donc le point le plus intéressant du match, c'était l'in-ring. Je l'ai trouvé meilleur que celui du One Climax auquel j'avais mis 3,75. Le match est très très cool, voilà, 4 1 quart. J'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que Tanahashi, à son match, fait une performance encore excellente. Euh, pour moi, ce qu'a fait Tanahashi contre Kenta, c'est encore meilleur que ce qu'il a fait pendant tout le G1 Climax. Et, euh, et voilà, 20 minutes de très bon catch. Mon deuxième match préféré du show, je le recommande très fortement, Kenta contre Hiroshi Tanahashi. Ensuite, Jay White contre Kota Ibushi, 18 minutes 47. Euh, Deux très bons catchs. J'ai mis 4 1 quart aussi. J'ai préféré quand même Kenta Tanahashi. J'ai mis 4 1 quart à White Ibuchi. Pour l'in-ring, parce que le booking est dégueulasse. Le booking, ah, ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, New Japan Pro Wrestling. Ibuchi perd la mallette du G1 Climax 30 euh, contre Jay White. Jay White qui sera dans le main event de Wrestle Kingdom contre soit Naito, soit Ibuchi. Donc on aura le match Naito-Ibuchi le 4 et le vainqueur de ce match affrontera Jay White pour le titre Heavyweight intercontinental le 5. Ibushi, en gros, tu lui fais gagner 2 G1 Climax, le mec tu te dis c'est la bonne, il va y arriver, et il se fait fumer sa mallette par un tombé avec l'aide des cordes de Jay White. Puis des fois, Jay White, y a pas à dire, Jay White c'est un excellent heel, mais des fois c'est saoulant, Jay White. Dans le ring, tu sens que c'est Ibushi qui porte tout. Ibushi, gros, énorme performance de la part d'Ibushi dans ce match, ça y a pas de problème avec ça. Mais si Bushi gagne clean, avec un peu plus de temps, peut-être, je mets 4,5. Là, je peux pas. Et encore, j'ai pas trop pénalisé pour le booking, j'ai mis 4,25. Je préfère leur match du climax dans lequel le storytelling était super cool. J'avais mis 4,25 aussi, mais franchement, le match du climax, je le mets au-dessus, ça y a pas de problème. Mais White Ibushi de Power Struggle, c'est non. Le booking, non. Le booking, j'ai gueulé sur le booking. Mais en termes d'in-ring, ça, y a pas à dire que c'était très bon. Voilà. Et on va passer au main event. Tetsuya Naito contre Evil. Match sur lequel j'ai énormément de choses à dire. Vraiment. Un match qui a été détesté hein, par la plupart des gens qui regardent New Japan. Ça a duré 33 minutes. Et c'est une victoire de Tetsuya Naito dans ce match où j'ai mis 4,5. Oui, j'ai mis 4,5 à ce match. Parce que le match, malgré les interventions de Yujiro Takahashi, de Dick Togo, de Jay White, de Kota Ibushi, de Sanada, n'en plus finir. D'ailleurs, l'intervention de Sanada m'a particulièrement saoulé parce que le mec fait 3 moves et il botche 3 moves. Euh, Ensuite, Yujiro, ça m'a saoulé. Dick Togo, ça m'a saoulé. Mais partons. Alors, on va partir d'abord. Voilà, les interventions m'ont fait baisser la note de match, ça y a pas de problème. L'overbooking, j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même mis 4,5 parce que la copie rendue dans un ring, elle est waouh. Oh, 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 j'ai pris une claque.
C'est largement, tellement loin, devant les trois autres affrontements entre Naito et Evil. Naito, là, dans le match, il a été mais fabuleux. Tetsuya Naito, là, déjà, Tetsuya Naito, de base, c'est un des mecs que je considère probablement comme l'un des meilleurs au monde sur le ring. Mais qu'on vienne plus me dire après ce match que Naito est pas un bon performeur in-ring, parce que pour moi, c'est le match où littéralement le mec te prouve que c'est le meilleur au monde, quoi. Pour moi, je vais pas le cacher, Tetsuya Naito, pour moi, c'est le meilleur performeur in-ring actuel au monde. Ça, le match en est une preuve pour moi, parce que arriver avec un match entre Tetsuya Naito et Evil, un match qui m'a saoulé, que j'ai eu 3 fois, qui m'a saoulé à chaque fois, un peu moins lors de Dominion, arriver à me planter une claque comme ça dans un ring au point de mettre 4,5, à la fin du match, j'en avais les larmes aux yeux, tellement la perf est insane. Mais ça, faut se demander, quoi. Le mec, il te traverse, tu traverses un match, au bout de 1 minute de match, t'as pas envie de voir, au bout de 33 minutes, oh, non mais à un moment là, quand Naito fait les deux Destinos, je pensais que c'était fini quand Naito fait les deux Destinos à un moment. Et là, à ce moment-là, j'étais à 4,75. Et après, c'est là où tu commences à voir les interventions avec plus d'arbitres. Là, ce passage-là m'a saoulé. Mais sinon, dans un ring, Naito, il n'y a aucun botch. Il y a une fluidité qui est insane. Il y a un placement qui est fait. Et il y a un selling qui est godlike, quoi. Le selling de Naito, c'est insane. Pour moi, Naito, chez les hommes, c'est le meilleur wrestler au monde. Ça, clairement, ça, pour moi, il n'y a aucun souci à dire là-dessus. Et Evil, il a été bon dans le match, je mets pas toute la lumière sur Naito non plus, mais Evil contre un autre catcheur, la performance n'aurait pas été la même. Et Naito, là, il te claque un truc, mais c'est fou. Tetsuya Naito, je conçois qu'on n'aime pas le match, je conçois qu'on soit dégoûté par l'overbooking, mais moi, étant donné la performance in-ring de Naito qui est absolument énorme, c'est de loin mon match préféré du show. C'est un match qui rentre dans mon top 40 de l'année, donc j'ai actualisé mon top. C'est un match qui rentre dans mon top 40 de l'année parce que tout simplement la performance de Tetsuya Naito est juste insane. Le match est insane. Des fois, je me levais de ma chaise. T'es les moves de Naito, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh, t'as un moment, le mec te claque un tornado DDT, le mec monte au ciel. Naito dans un ring, c'est un mec tellement intéressant, tellement bon, tellement. Il est tellement facile, Tetsuya Naito, que tu peux que t'agenouiller et te prosterner devant ce mec, quoi. Parce que dans un ring, la performance qui te claque. Et je m'en suis toujours parmi. C'est bizarre, parce que New Japan Pro Wrestling, c'est une fédération qui m'a même dégoûté du main event, parce que premièrement, pour moi, ils choisissent pas les bons main eventers, à part, comme je le dis toujours, Naito et Ibushi, qui sont pour moi les deux main eventers legit de chez New Japan, qui sont actuellement dans le main event. Et là, je me disais Naito contre Evil, quatrième, franchement, ça me saoule Naito contre Evil. Franchement, j'ai pas envie de voir ça. Et pour que j'arrive à mettre un 4,5 derrière, faut se poser des questions, quoi. C'est une fédération qui a l'habitude de me saouler sur quasiment tous les shows, qui te sort un show que j'ai globalement bien aimé, même si j'ai gueulé sur le booking, comme vous avez pu le voir, j'ai gueulé sur le booking. Mais le show, les notes le prouvent, mes notes le prouvent, le show est très bon, ça y a pas de souci. Et ce main event, il est très bon, et il reflète le show en soi. Enfin non, parce que l'in-ring est trop au-dessus, mais il reflète le show parce que c'est un très bon match, où t'as du booking qui me plaît pas. Donc, voilà, ça reflète le show. Ça, je vous le dis, voilà. Mais Naito contre Evil, franchement, je dirais pas que c'est un match à voir, parce que je pense que la plupart des gens ne vont pas aimer. La preuve est sa note sur Cage Match est en dessous de 7 sur 10, quoi. Mais pour moi je l'ai noté sur Cage Match, j'ai mis 9, parce que la performance in-ring est folle, notamment de la part de Naito, qui est pour moi, comme je l'ai dit, le meilleur performeur in-ring au monde actuel. Et le match le prouve, et le mec te le prouve durant tout le match, durant 33 minutes, où son catch est juste parfait, quoi. Ça, y a pas de doute. Euh, c'est vraiment. Le match que je recommande le plus, je dirais du show, c'est Kenta contre Tanahashi par des soucis d'overbooking de Naito et Evil, que ça saoule sûrement des gens, et je peux le comprendre, et moi je suis le premier à être saoulé par cette rivalité. Mais voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, franchement, jetez un coup d'œil à ce match. Parce que, parce que tout simplement, la perf in ring, même Devil, hein, Evil, à un moment, il tape des German suplex, c'est violent. Et le selling de Naito, il tombe 2 mètres derrière, sur la nuque, c'est magnifique. Ouais, voilà. J'ai adoré ce match, contrairement à ce que quand j'en parle à des gens, tout le monde est étonné
que j'ai aimé un Tetsuya Naito contre Evil à ce point-là, mais il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que beaucoup de gens sous-estiment Tetsuya Naito sur un ring malgré sa position de main eventer. Je pense que beaucoup de gens sont aussi saoulés par Tetsuya Naito. Mais moi, c'est quelqu'un duquel je ne me lasserai jamais étant donné sa qualité in ring qui est franchement irréprochable. Et il a encore prouvé sur ce match. Enfin, Naito contre Evil, c'est comme je le disais, c'est une affiche qui fait pas rêver et le mec transforme ça en match de fou, quoi. Ça voilà, donc globalement, comme vous avez pu le voir, mon avis est bon sur Power Struggle. Ça me donne plus ou moins envie de regarder le Wrestle Kingdom. Enfin, je le regarderai, hein. Ça, y a pas de souci, mais voilà. J'avais déjà, c'est déjà mieux qu'avant pour Wrestle Kingdom. Voilà, ça me réconcilie petit à petit avec New Japan. Je pense pas que ça va durer longtemps cette réconciliation avec New Japan, parce qu'il faut pas être pessimiste. Mais bon, il y a bientôt la World Tag League, le Best of Super Junior. En plus, c'est en même temps que la World Tag League de Japan. Je me fais pas trop de doutes sur qui va bouffer qui en termes de World Tag League. Et, euh, et voilà. Donc je ferai d'ailleurs une preview des deux World Tag League voilà, une preview deux World Tag League en même temps. Voilà, voilà. Et donc, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et à la prochaine.